où est-ce qu'on peut aller depuis Strasbourg en 6 heures de train. Aujourd'hui, je voyage dans ce qui s'appelle un train ICE, c'est un train allemand, et ICE, ça veut dire Intercity Express. C'est un train en fait qui va relier plusieurs grandes villes entre elles. Si je peux en profiter moi depuis Strasbourg et depuis la France, c'est tout simplement parce que DB et SNCF Voyageurs ont mis en place une coopération pour faire rouler des trains entre la France et l'Allemagne. Et c'est justement le sponsor de cette vidéo. Donc pour moi, c'est l'occasion un peu de vous présenter cette coopération franco-allemande que je trouve absolument super. Il y a des trains qui circulent depuis Paris, mais aussi depuis Marseille et Lyon, et qui rejoignent l'Allemagne. Alors en fonction des lignes, c'est soit des ICE, soit des TGV, ou soit une alternance entre les deux. Sur le Paris-Strasbourg-Berlin, c'est l'ICE. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est super important, c'est que le réseau ferroviaire allemand, il est complètement différent de la France. Il n'y a pas de ligne à grande vitesse, comme en France, entre plusieurs grandes villes. Tout simplement parce que la France, c'est un pays qui est centralisé. Donc les lignes à grande vitesse, elles partent de Paris, alors qu'en Allemagne, il y a plusieurs grandes villes qui se trouvent un peu partout sur le territoire. Donc le train, il va alterner entre grande vitesse et vitesse classique. Ce train a quitté Paris ce matin vers 10 h. Il m'a récupéré à Strasbourg avant midi et m'emmène tout droit jusqu'à Berlin, où j'arriverai vers 18 h. C'est un train direct, c'est-à-dire que le trajet s'effectue sans correspondance, mais il fait quand même un arrêt à Karlsruhe et Francfort-sur-le-Main. Ce qui est pratique, c'est que j'embarque en plein centre-ville et je descends en plein cœur de Berlin. Allez, suivez-moi, je vous fais une petite visite. Ce train, c'est un ICE 3. Les sièges sont super confortables, ils sont réglables avec une tablette et une prise de courant. Et en fait, ce qui est particulier dans ce train, c'est qu'il y a des espaces silencieux pour les personnes qui souhaitent voyager au calme, aussi bien en première classe qu'en seconde classe. Moi, je me trouve dans une voiture normale, ça veut dire que je peux parler avec mon voisin et même passer des coups de téléphone, ça se fait en Allemagne. En seconde classe, il y a également une voiture pour les familles avec un compartiment privatisable. Et dans tout le train, il y a du Wi-Fi gratuit et c'est super pratique, notamment parce que ça permet d'accéder à un portail de divertissement sur lequel se trouvent des films. Niveau espace, il y a de quoi faire pour ranger les bagages, c'est inclus dans le prix et c'est super pratique. Et dans ce train, il y a aussi une particularité, c'est qu'il y a une voiture restaurant dans laquelle il est possible de s'installer. Et si vous voyagez en première classe, il est même possible de se faire servir directement à votre place. Et voilà, j'arrive tranquillement à Berlin, gare centrale. Alors, je suis rapidement sorti de la gare, juste parce que je voulais vous la montrer. C'est une gare qui est sur plusieurs niveaux, elle est toute en verre. Elle a été construite en 2006, donc elle est très récente. Et la particularité de cette gare, c'est qu'il y a des trains qui passent là, en dessous, dans cette direction. Et il y a d'autres trains qui passent ici, au-dessus. Et tous les trains se mélangent, que ce soit des trains internationaux, comme celui avec lequel je suis arrivé, des trains nationaux, des trains régionaux et des trains urbains. Et là, je vais prendre mon train pour aller explorer la ville. C'est parti! À Berlin, tout peut se faire intégralement en transport en commun, car la ville a un très bon réseau. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'il n'y a aucun tourniquet. Tu peux rentrer et sortir des transports comme ça, à condition d'avoir un billet valable, bien entendu. Mon conseil, c'est de prendre une carte de transport illimitée plutôt que des trajets à l'unité. Dans mon cas, c'est la Berlin Welcome Card qui m'a été remise. Il suffit de valider une seule fois et je prends tous les transports que je veux, à l'exception des transports longue distance. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment s'organisent les transports à Berlin? Tu as d'abord les trains régionaux, ils permettent de sortir de la ville pour visiter sa région. Puis il y a le S-Bahn, c'est aussi un train régional mais à l'échelle de la ville. Il s'arrête dans toutes les gares et circule toutes les 4 minutes environ. Pour les courtes distances, il y a les métros, les trams et les bus. Petite anecdote, il y a exclusivement des lignes de tram dans l'ancien Berlin-Est. À Berlin-Ouest, elles ont été remplacées par des bus ou des métros. Pour les trajets, ils peuvent se calculer directement sur Google Maps. C'est super pratique et j'ai utilisé cette application durant tout mon séjour. Pour me rendre à l'hôtel, j'ai pris un train régional et un bus. Et me voici arrivé à l'hôtel Berlin, un des plus grands de la ville. Alors c'est un hôtel qui a un positionnement intéressant car il propose des activités artistiques pour les gens du quartier. Le prix d'une chambre est situé aux alentours de 110 € la nuit, alors ça dépend de la saison bien entendu. Et ici, tout a été rénové il y a quelques années et chaque chambre accueille un petit tableau personnalisé avec l'histoire et les bonnes adresses d'un habitant de Berlin. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Les fans de musique peuvent aussi réserver cette suite qui dispose de sa propre table de platine et même d'un sauna.
Pour cette suite, les prix sont plutôt aux alentours de 700 € la nuit. Bon, moi j'ai dormi dans une chambre standard, c'était très confortable et le lendemain j'ai eu droit au petit déjeuner buffet avec beaucoup de choix. De quoi prendre des forces pour découvrir la ville. Je reprends le S-Bahn pour retourner au centre-ville et vous montrer un endroit qui est plutôt sympa. Bon, quand tu viens à Berlin, je pense que tu as envie de voir le mur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste plus grand-chose du mur de Berlin, puisqu'au fil des années, il a disparu, il a été détruit. Il y a des bouts du mur qui ont aussi été envoyés dans différentes villes européennes. Il reste un bout du mur, ça s'appelle la East Side Gallery. En fait, dans les années 90, il y a plein d'artistes qui se sont réunis pour se dire on va essayer de préserver le mur grâce à l'art. Vous avez peut-être pu remarquer que les œuvres sont très bien conservées pour des œuvres qui ont plus de 30 ans. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 2000, le mur il commençait à s'effriter, à s'émietter et il a dû être restauré. Donc toutes les œuvres que vous voyez le long de la East Side Gallery, elles ont été refaites au début des années 2010. Il y a 5 artistes qui ont souhaité ne pas participer et donc il a été décidé de conserver le mur dans cette couleur et en fait c'est la couleur d'origine d'avant la chute du mur. Alors la East Side Gallery, elle est assez longue, elle fait 1,3 km pour être précis. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'elle relie 2 stations du S-Bahn entre elles. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de sortir à Ostbahnhof, de marcher et de reprendre le S-Bahn là-bas. Et c'est ce que je vais faire maintenant pour retourner au centre-ville et rejoindre un rooftop avec vue. Ici, je suis chez Barrett, c'est le rooftop du Humboldt Forum, qui est un bâtiment tout récent, même s'il s'inspire de l'architecture du 19e siècle. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver à la fois dans l'assiette et dans le verre. En tout cas, pour commencer, la vue est vraiment pas mal. Et ben voilà, le soleil s'est couché, je me suis installé à table avec cette vue qui est magnifique sur Berlin, sur la nuit qui tombe. J'ai commandé différents plats, mais j'ai aussi commandé du vin. Et je voulais quand même un petit peu vous parler de ce vin, c'est un Pinot Gris. C'est un Pinot Gris du domaine Julg. Et en fait, le domaine Julg, il se trouve à Schweigen. C'est un village qui se trouve en Allemagne, mais à 50 km de Strasbourg. Et il a une histoire un peu particulière, c'est que le vignoble de Schweigen se trouve en France. Donc ce vin, techniquement, les raisins viennent de France. Et ensuite, le processus de vinification s'est fait en Allemagne. Je trouve que c'est super cool parce qu'en fait, ça rentre dans la thématique de cette coopération franco-allemande, que ce soit au niveau du train ou au niveau du vin. Ok, donc voici le premier plat. Alors, c'est un ceviche de dorade. Pour moi, ça me paraissait important de prendre ce genre de plat parce que quand tu viens à Berlin, c'est pas forcément le type de cuisine à laquelle tu t'attends, mais en fait à Berlin, ouais, il y a aussi autre chose que des döners ou bien des currywurst. Et à côté, c'est un plat végétarien parce que la cuisine allemande est aussi pleine de plats végétariens. Donc ici, ce sont des raviolis d'aubergine. C'est super bon, c'est frais, c'est léger. C'est parfait en tout cas pour cette soirée après une longue journée. Et bien voilà, je viens de sortir de chez Barrett et en fait ici je suis au cœur de l'île au musée, mais là maintenant il fait un petit peu nuit donc je vais aller me reposer et je vous montre ça demain. Salut! Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Ce matin j'ai pris le métro, cette fois-ci pour sortir dans une des stations les plus récentes, Museum Insel. C'est là que j'ai rencontré Stefano, guide conférencier avec qui j'ai passé l'après-midi. En plein cœur de Berlin, posée sur la Spree, l'île est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle regroupe 5 musées, dont le plus ancien fêtera bientôt ses 200 ans, c'est l'Altes Museum. C'est ici que je démarre ma visite avec Stefano, dans un bâtiment dessiné par l'architecte Karl Friedrich Schinkel, qui s'est inspiré de l'Antiquité grecque. C'est d'ailleurs un musée largement consacré au monde grec et romain, avec de nombreux bustes d'empereurs. Tout dans ce musée est fait pour penser à l'Antiquité et j'ai particulièrement adoré la rotonde en fin de visite. À quelques pas d'ici se trouve le Neues Museum. Celui-ci a été construit une vingtaine d'années après l'Altes Museum, mais il a été sévèrement endommagé lors de la Seconde Guerre mondiale.
Ce musée porte d'ailleurs les traces de ce passé à travers le grand vestibule reconstruit à la fin des années 90. Alors je crois que c'est le musée qui couvre la plus grande période historique puisque les collections vont de l'âge de pierre au Moyen-Âge. Et Stéphano m'a recommandé 2 incontournables à voir si tu viens dans ce musée. Le premier, c'est le chapeau d'or qui date de l'âge du bronze. Il n'y en a que 4 dans le monde. Le second, c'est le buste de Néfertiti. C'est la représentation d'un visage féminin la plus connue dans le monde après la Joconde. Alors il y a beaucoup de monde qui se presse pour la voir et une petite particularité, il est uniquement possible de la photographier ou de la filmer de loin. Je continue ma balade avec Stéphano. Alors c'est impossible de faire tous les musées en une seule journée, donc sur les 5, j'en fais un 3e et dernier, la Alte Nationalgalerie. Ici, tu es directement plongé dans l'art du 19e siècle. Il y a des collections du célèbre peintre allemand Caspar David Friedrich avec des tableaux mondialement connus comme Lever de lune sur la mer. Et pour les personnes qui auraient le mal du pays, dans ce musée, il est aussi possible de voir une collection des tableaux de Claude Monet. Tous ces musées, j'ai pu les visiter gratuitement car ils étaient inclus dans ma Berlin Welcome Card qui a une option musée et c'est plutôt pratique de pouvoir y accéder librement. C'est un bon plan pour s'abriter parce que le jour du tournage, il pleuvait comme pas possible. Et me voilà maintenant devant la Neue Nationalgalerie. Alors c'est un musée consacré à l'art moderne du XXe siècle et le bâtiment en soi est déjà très intéressant, c'est un bâtiment iconique de Berlin. Ici, il y a 250 œuvres, que ce soit des peintures ou des sculptures, d'artistes mondialement connus. Alors non, je suis pas dans le brouillard, en fait toutes les heures, il y a de la fumée qui vient masquer partiellement les œuvres dans les jardins du musée. Allez, c'est le moment de parler de 2 autres monuments de Berlin, la Currywurst et le Döner Kebab. Il y a plusieurs adresses très réputées et j'ai testé aussi bien des endroits qui sont dans la hype, comme ici chez Currywolf, devant la porte de Brandebourg, que des endroits au hasard, comme les döners de chez Kiops. Verdict, il y a souvent beaucoup d'attentes dans des lieux connus et quasi tous les Currywurst ou les Gemüse-Kebab se valent à Berlin. Et c'est une info qui m'a été confirmée par les locaux. Donc si tu viens à Berlin pour tester l'adresse qui fait soi-disant le meilleur kebab, sache que tu auras de l'attente et qu'il peut être tout aussi bon au coin de la rue. Par contre, pour celui au coin de la rue, prévois de l'argent liquide car c'est souvent le seul moyen pour payer. Bon alors Berlin, c'est une ville dans laquelle la météo change assez rapidement. Donc le secret pour venir ici, c'est de prendre un kawaii et de se promener avec des chaussures fermées. Et voilà Julien avec qui j'ai rendez-vous. Salut Julien. Salut Greg. Ça va? Ça va et toi? Ouais super, donc toi t'es français et tu es guide à Berlin on Bike. Voilà c'est ça, et aujourd'hui on va partir à la découverte du mur de Berlin. Super, et ben c'est parti. Julien m'emmène tout d'abord dans cet ancien mirador. Il n'en reste que 4 à Berlin et celui-ci servait pour le commandement des troupes chargées de surveiller le mur et d'empêcher tout passage de la frontière. Cette tour est aujourd'hui un mémorial qui rend hommage à une des premières victimes du mur, Günther Littfin, assassiné en 1961 par la police est-allemande en tentant de passer à l'ouest. Ensuite, on est allé au mémorial du mur de Berlin, lieu de mémoire de la division allemande. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ancien No Man's Land a été conservé et ça permet de se rendre compte déjà qu'il y avait plusieurs murs de Berlin, il y avait plusieurs étapes pour traverser. Là-bas, c'était Berlin-Est. Ici, où se trouve le tram, c'était Berlin-Ouest. En fait, les gens devaient traverser toute cette partie-là. Et il y avait ici les tours de garde, donc mission quasi impossible. Bon, j'avoue qu'il pleuvait tellement que c'était plus simple de finir à pied pour filmer, mais je remercie Julien pour son courage et surtout Antoine qui a réalisé les images dans ces conditions. Et ben voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je voulais en profiter pour remercier justement les sponsors, que ce soit DB et SNCF Voyageurs en coopération pour le voyage en train, mais aussi Visite Berlin qui a organisé tout ce planning et qui m'a permis justement d'avoir accès à Berlin avec différents guides. J'ai aussi pu rencontrer des gens de Visite Berlin, donc c'est l'office de tourisme, et en fait c'est des gens qui habitent Berlin, donc ils m'ont aussi donné plein de conseils et plein de recommandations. Et quant à moi, je vous prépare une petite vidéo récap qui sera publiée dans les prochains jours ou qui est déjà dispo ici, ça dépend de quand vous allez voir la vidéo. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres, donc abonnez-vous.
Et c'est ainsi que se termine ma visite de Berlin, une ville absolument incroyable où tu retrouves des collections d'art, de l'histoire à chaque coin de rue et des restos pour tous les goûts. Une ville vibrante qui change à chaque fois que j'y retourne et désormais accessible en train direct à 6 h de Strasbourg et 8 h de Paris.